Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La conférence de presse de l'opposant éthiopien Eskinder Nega après son amnistie le 7 janvier dernier. Un discours durant lequel il est revenu sur le projet de dialogue national initié par le pouvoir. La seule issue, selon lui, qui ouvrirait la voie à un retour à la paix. L'appel de l'Organisation mondiale de la santé adressé au gouvernement africain. Selon l'agence onusienne, l'Afrique ne peut pas se permettre de rester en marge de la vaccination. L'OMS qui espère que 2022 soit un tournant dans la campagne de vaccination contre le coronavirus sur le continent. Et puis, quelle perspective pour la production de coton en Afrique? Le département de l'agriculture des États-Unis annonce des prévisions encourageantes. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la rue grondait ce vendredi 14 janvier au Mali. Une mobilisation était organisée à l'appel de la junte au pouvoir en réaction aux sanctions adoptées par la CEDEAO. L'organisation sous-régionale avait décidé le 9 janvier de sanctionner le pays pour non-respect du calendrier électoral. Parmi les mesures prises, la fermeture des frontières entre les pays membres de la CEDEAO et le Mali notamment, ou encore le gel des avoirs du pays et la BCEAO. Des sanctions vivement condamnées par les autorités de transition qui les avaient qualifiées d'illégales et inhumaines. Un appel à l'unité et à la solidarité nationale. C'était tout l'enjeu d'une conférence de presse tenue ce jeudi 13 janvier par l'opposant éthiopien Eskinder Nega, près d'une semaine après son amnistie. Le leader du parti Balderas, qui s'est dit favorable au projet de dialogue national proposé par le gouvernement, demande par ailleurs la dissolution du TPLF. Solène Duplessis. Embourbée dans une guerre civile qui perdure depuis 14 mois, l'Éthiopie ouvre enfin la voie à une résolution pacifique au conflit. Après avoir appelé à la réconciliation nationale le vendredi 7 janvier, le gouvernement a décidé d'amnistier 37 figures de l'opposition, dont le leader du parti Balderas, Eskinder Nega. Favorable au dialogue national inclusif, il a déclaré ce 13 janvier que le gouvernement central a le devoir de maintenir l'unité du pays en reprenant le contrôle du Tigré. Il a l'obligation de remplir le serment qu'il a prêté. Nous allons le harceler là-dessus. Nous sommes obligés de le harceler jusqu'à ce qu'il pousse jusqu'à la rivière Mereb et maintienne la souveraineté de l'Éthiopie. Nous ne le laissons pas tranquille tant qu'il ne s'assurera pas que la souveraineté du pays est respectée. Eskinder Nega, arrêté en juillet 2020 après des manifestations meurtrières, a appelé, une fois libéré, à la destruction du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, qui a pris les armes contre l'armée fédérale en novembre 2020. Après une contre-offensive militaire des forces gouvernementales en décembre 2021, les combattants du TPLF se sont retirés de plusieurs villes stratégiques. Le gouvernement devrait corriger son mépris pour le peuple éthiopien qui se sent trahi. Le TPLF a toujours un potentiel militaire qui peut menacer l'unité du pays. La conclusion de l'offensive militaire devrait être de briser la capacité militaire du TPLF. Le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a remporté le prix Nobel de la paix en 2019, a été appelé ce jeudi par le comité Nobel à mettre un terme au conflit au Tigré, un conflit qui a fait des milliers de morts parmi les civils et des millions de déplacés. L'ONU a accusé le gouvernement d'opérer un blocus de facto de l'aide humanitaire dans la région où des centaines de milliers de personnes sont confrontées à la famine, une accusation niée par le gouvernement. Dans l'actualité également, une Tunisie sous tension ce 14 janvier, date historique qui marque la chute de l'ancien président Ben Ali en 2011. Pour l'occasion, les citoyens ont investi les rues de la capitale. Outre cette commémoration, ils sont aussi venus protester contre les mesures fortes prises par le président Kais Saied le 25 juillet dernier. Un appel à la mobilisation lancé par Enarda notamment, mais aussi par l'initiative Citoyens contre le coup d'État. Le collectif a d'ailleurs annoncé que plusieurs manifestants ont été arrêtés par les forces de l'ordre. D'après la même source, la police était déjà présente depuis ce vendredi matin. À l'heure où seulement 10% de la population est entièrement vaccinée contre le coronavirus sur le continent, l'Organisation mondiale de la santé appelle les États africains à mettre les bouchées doubles sur la vaccination, et ce en vue d'atteindre l'objectif des 70% de la population mondiale vaccinée d'ici juin 2022. Un objectif difficile à réaliser compte tenu de la défiance qui règne à l'égard des vaccins. Joël Ballot.
En Afrique, 7 pays sur la cinquantaine ont atteint le seuil de vaccination fixé par l'Organisation mondiale de la santé qui est de 40%. Alors que le variant Omicron circule désormais dans 30 pays africains, l'organisation onusienne appelle les gouvernements à intensifier leur campagne d'immunisation des populations à travers des campagnes de sensibilisation. Il faut insister sur la résistance de ces populations parce qu'elles ne se sentent pas menacées. Il faut insister sur l'acceptabilité sociale de la vaccination et sur les interactions entre la liberté individuelle des populations et l'immunité collective qu'il faut acquérir à travers la vaccination. Avec les démarches mises en place par l'OMS dans la lutte contre le nouveau coronavirus, l'Afrique devrait vacciner 34 millions de personnes par semaine contre 6 millions actuellement. Le but de cette stratégie, atteindre une couverture vaccinale de 70% d'ici juin 2022. Un pari difficile, d'autant plus que des doutes subsistent sur l'efficacité des vaccins face aux variants. Une politique de vaccination, c'est une inconscience à 3 inconnus. L'accessibilité des vaccins, les capacités logistiques et la communication avec les éléments de langage adaptés. Or, en Afrique, il y a d'autres inconnus, notamment la méfiance des gouvernés face à leur gouvernement, la théorie des complots qui a envahi les réseaux sociaux et je dirais la méfiance par rapport à ces vaccins qui a été proférée dans toute la désinformation. À peine 10% de la population africaine est entièrement vaccinée. Afin de lutter contre la réticence des populations à se faire vacciner, l'OMS mise sur les services de santé pour promouvoir les bienfaits de la vaccination qui prévient les cas graves. Et sachez que le Sénégal a donné son feu vert pour l'administration d'une dose de rappel. Une directive émise ce jeudi 13 janvier par le ministère de la Santé alors que le pays connaît une hausse des infections. La récolte de coton prévue d'ici le mois de septembre 2022 s'annonce fructueuse pour le continent. D'après le département de l'agriculture des États-Unis, la production cotonnière africaine devrait connaître une hausse de l'ordre de 44%. Une campagne où le Mali se démarquera selon l'instance Ameneji. Le département américain de l'agriculture USDA a annoncé des prévisions cotonnières en baisse aux États-Unis et une production mondiale moindre, faisant grimper de 2% les cours internationaux. Toutefois, la production africaine de coton a été confirmée en hausse de 44% en 2021-2022. La dynamique au niveau de la production cotonnière qui marque une ascension de près de 44% est la résultante des actions menées par plusieurs États, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Togo. Des dynamiques au niveau de ces États-là, c'est marqué par les renforcements en termes de recherche, en termes d'accompagnement des producteurs, en termes même d'organisation de ces filières-là. La nouvelle estimation de production mondiale de coton est de 26,3 contre 26,46 millions de tonnes estimées en décembre 2021. Cette dynamique résulte, selon l'USDA, de l'exploitation d'une superficie presque record et des conditions météorologiques favorables à l'établissement et au développement des cultures de juin à début septembre 2021. Tous ces effets conjugués permettent également à l'Afrique d'atteindre un bond assez impressionnant. Contrairement aux États-Unis où on a une culture qui ne connaît pas trop de nouveaux bonds et qui est plus ou moins sujette à des variabilités climatiques, ce qui est un peu moindre par rapport à l'Afrique. L'USDA prévoit pour la zone franche africaine une production de près de 5,86 millions de balles, en hausse d'1 million, soit 21% par rapport à 2021 et en baisse de 1% à 59 000 balles par rapport à la récolte intéressante de la campagne 2019 et 2020. Lutter contre le trafic de faux médicaments, c'est la mission commune que se sont données plusieurs startups au Nigeria. Un combat de longue haleine dans la mesure où ce fléau cause chaque année la mort de plus de 100 000 personnes en Afrique selon l'Organisation mondiale de la santé. Un sujet de la rédaction. Des étiquettes apposées à des boîtes de médicaments. La méthode semble anodine, mais pourtant vouée à un combat de taille. La lutte contre le trafic de faux médicaments au Nigeria. Une bataille menée par plusieurs startups en coopération avec l'Agence nationale de contrôle de l'administration des aliments et des drogues. Ces étiquettes en question comportent un code unique, code qui permettra ensuite aux consommateurs de vérifier grâce à une application l'authenticité du produit. L'idée de base était, pourquoi ne pas donner plus de pouvoir à l'utilisateur final du produit
et ce pour qu'ensuite il puisse se rappeler du commerce où il se l'est procuré et puis en parler à ses proches. Avec cette méthode, aucun propriétaire de magasin ne voudra être identifié comme une structure qui vend des produits contrefaits. Chaque année, le trafic de faux médicaments est responsable de la mort de plus de 100 000 personnes sur le continent selon l'Organisation mondiale de la santé. Un commerce illicite bien implanté au Nigeria, réputé pour en être l'une des principales portes d'entrée en Afrique. Preuve en est, en 2016, l'Organisation mondiale des douanes avait saisi en 2 semaines 126 millions de médicaments illicites ou falsifiés dans 16 ports du continent. 35% de ces produits étaient à destination du Nigeria. Le problème majeur de la contrefaçon au Nigeria et en Afrique est dû à un problème de processus au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Plusieurs importateurs ont la même licence pour le même produit et c'est très difficile. Vous avez maintenant des numéros de code-barre différents pour le même produit, mais il se peut que le produit se retrouve dans un emballage différent. Dans la liste des produits les plus contrefaits figurent notamment des antipaludiques ou encore des antibiotiques. Pour lutter contre ce phénomène, plusieurs dirigeants africains avaient signé en 2020 l'initiative de Lomé. Dans l'actualité sportive, retour sur cette entrée en compétition réussie pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants sont parvenus à s'imposer ce 12 janvier face à la Guinée équatoriale sur un score de 1-0. Et ce grâce à un but de Max Alain Gradel à la 5e minute. Prochaine étape pour la sélection ivoirienne, un face-à-face avec la Sierra Leone prévu ce 16 janvier. Reportage de notre correspondant Ange Bijounomenio qui est allé à la rencontre des supporters. La Côte d'Ivoire a réussi son entrée en compétition ce mercredi 12 janvier. Les éléphants ont validé leur premier match à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 en imposant une victoire face à la Guinée équatoriale sur le score de 1-0. C'est l'euphorie chez les supporters dans cette fan zone d'Abidjan, la capitale économique. Heureusement qu'on a les 3 points. Je pense qu'avec le fil des matchs, on va monter en puissance. Et vraiment, nous sommes déjà satisfaits pour la première victoire. Et on leur souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Je remercie les éléphants. Dieu merci, Dieu merci. Moi je voulais qu'ils n'ont qu'à gagner au moins 2-0, mais Dieu merci, ils ont fait 1-0. On remercie le bon Dieu. La victoire des éléphants rassure un tant soit peu les supporters qui attendaient ce match avec beaucoup d'impatience. Mais le système de jeu ne les a pas tout à fait convaincus. Selon eux, la Côte d'Ivoire, 2 fois championne de la CAN en 1992 et 2015, aurait pu mieux faire. Je crois que l'essentiel était de prendre les 3 points. Mais il faut dire que nos joueurs n'ont pas mouillé le maillot convenablement. Voilà, parce qu'on était face à une équipe un peu moyenne. Et c'était de prendre les 3 points et de prouver aussi pour le reste des journées. Mais il faut dire qu'on a joué comme on jouait, on faisait l'entraînement. Et si on était en face d'une équipe qui était de taille, on allait facilement encaisser 3 buts. Mais bonne chance aux éléphants et je crois que pour le prochain match, lorsqu'ils vont visionner les vidéos, ils vont se mettre au travail et faire un effort pour donner du sourire aux Ivoiriens. À Abidjan, les supporters restent toutefois optimistes quant à la victoire finale des éléphants. Le prochain match de la poule opposera la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone le 16 janvier 2021 au stade Japoma de Douala. Du sport toujours avec ce match nul entre le Sénégal et la Guinée. Les 2 équipes s'affrontaient ce vendredi sur la pelouse du stade de Bafoussam dans le cadre de la CAN 2022. Mais ni les Sénégalais ni les Guinéens ne sont parvenus à trouver le chemin des filets. Score final 0-0. Une rencontre décevante qui témoigne une nouvelle fois de la fragilité d'une équipe sénégalaise privée d'un bon nombre de ses titulaires pour cause de Covid. Et la compétition se poursuit ce samedi. Au programme, la rencontre Nigeria-Soudan à 17h locale au stade Omnisport Roumde Adjia de Garoua, suivi du face-à-face Guinée-Bissau-Égypte à 20h locale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.